Quelle est votre lecture de la crise énergétique mondiale que nous sommes en train de traverser? Quelles en sont, selon vous, les raisons, au-delà du conflit en Ukraine? En 3 secondes? Non. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que plus le temps va passer et plus il y a des choses qui paraissent être des crises qui en fait ne seront pas des crises, ou plus exactement, la crise, elle porte l'idée qu'on a un accident de parcours, qu'il y a une situation normale, sans crise, et qu'après la crise, on revient à la situation avant l'accident de parcours. En fait, tant en ce qui concerne l'énergie qu'en ce qui concerne le climat, c'est 2 idées qu'il faut se sortir de la tête. Parce que ça ne correspond pas à ce qui va se passer. En ce qui concerne le climat, l'inertie du système fait qu'il n'y a pas de remise en état possible après accident. Dit autrement, quand on commence à avoir des vrais... C'est un bon parallèle est celui du fumeur. C'est-à-dire que quand on commence à vous dire « tiens, il va falloir qu'on vous enlève un poumon », c'est un peu tard pour dire « ben non, finalement, j'arrête de fumer, puis je vais retrouver mes poumons d'avant. » Et en ce qui concerne l'énergie, en fait, ce qui a fait l'essor de la civilisation moderne, c'est le fait qu'on ait utilisé de façon croissante des combustibles fossiles. Ce qu'on appelle aujourd'hui la neutralité, en fait, c'est la promesse d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire c'est la promesse de se débarrasser des combustibles fossiles tout en gardant la civilisation qui a été permise par les combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles, même si on ne veut pas s'en débarrasser pour des raisons de climat, le temps de formation géologique de ces combustibles, qui est de quelques centaines de millions d'années pour le charbon, qui a été formé à partir de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le Carbonifère, il y a 300 millions d'années, et le pétrole et le gaz, qui sont des résidus de plancton qui datent d'il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, fait que ces combustibles sont également épuisables pour des raisons strictement de temps de formation. Donc, ce qu'on est en train de vivre de façon croissante depuis les chocs pétroliers d'abord, et puis surtout le milieu des années 2000, c'est des accidents de parcours croissants liés à la disponibilité de ces combustibles fossiles qui va devenir de plus en plus chaotique. Là-dessus, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne suis pas en train de dire c'est normal qu'il se passe ce qui s'est passé en Ukraine, c'est normal, etc. Par contre, ce que je suis capable de dire, c'est qu'il est normal que les accidents de parcours se multiplient, parce que, à l'occasion des tensions qui vont s'exercer entre pays, parce que la compétition pour les ressources va aller croissant, de temps en temps, il y aura des marches d'escalier qui vont être franchies. Alors, je ne suis pas capable de dire où, quand, comment. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis capable de dire que le monde de demain va vraisemblablement, malheureusement, être de plus en plus volatile, et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut arriver à faire ce qu'on arrive à faire, de telle sorte que la situation ne soit pas encore plus désagréable. Quel est votre jugement sur la manière dont l'Europe a répondu jusqu'à présent à la crise énergétique? On apparaît au plus pressé avec des aides. Est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur les questions de fond? Non, on ne s'est pas interrogé sur les questions de fond. Alors, il faut savoir que dans la feuille de route de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri, alors j'arrive jamais à savoir si c'est Simpson ou Simons, mais je ne sais pas pourquoi j'accroche là-dessus. Le mot pétrole ne figure pas. Au moment de l'avènement de la nouvelle commission, j'avais été regarder les feuilles de route. Alors vous savez maintenant, les outils logiciels permettent avec un petit coup de CTRL F de voir très vite si un mot donné s'y trouve ou pas. Bon. Et j'avais pas trouvé le mot pétrole, qui est quand même la première énergie consommée dans la zone OCDE et la première énergie consommée en Europe, hein, avec à peu près un tiers de l'approvisionnement. Or, il se trouve qu'en ce qui concerne le pétrole, les signaux d'alerte se multiplient depuis des années. En particulier, l'Agence internationale de l'énergie a publié en 2018 un rapport disant que le pic de conventionnel est passé en 2008. Conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens. Et à la Commission européenne, à chaque fois que j'ai été donné un coup de sonde sur comment est-ce qu'ils comprennent la dépendance européenne aux importations d'hydrocarbures et les possibilités physiques, indépendamment de toute contrainte climatique, d'approvisionnement futur, c'est électroencéphalogramme plat sur la question de la disponibilité physique des ressources. Voilà. Avant la crise en Ukraine, la Russie, c'était 40% de notre gaz, 30% de notre pétrole et 25% de notre charbon. Au moment où la guerre est arrivée en Ukraine, on s'est dit, bon, très bien, on coupe les ponts avec Poutine. Sans critiquer le bien fondé ou pas de cette décision, l'Europe ne s'est pas posé la question de savoir si ça serait facile de se retourner ailleurs. Il se trouve qu'en ce qui concerne le gaz, à part la Russie, on est approvisionné par des zones qui sont plutôt en déclin
hors GNL, puisque la mer du Nord est en déclin depuis 2005 sur le gaz. L'Algérie est en déclin désormais. Enfin, voilà. Donc il restait la Russie. Et en ce qui concerne le GNL, on est en concurrence avec l'Asie en particulier, qui est un très très gros importateur de GNL. Et il n'est pas du tout dit que quand bien même on voudrait à court terme retrouver les volumes qu'on avait avant Poutine, on va facilement y arriver. Donc, et ça, c'est pas quelque chose que l'Europe, il n'y avait pas de plan B qui était prévu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, permettant à l'Europe de se dire, bon, si jamais on se fâche avec les Russes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça, il n'y avait pas de plan B. Il y avait plutôt un plan B de se marier avec les Russes, notamment poussé par les Allemands. C'était à peu près ça la stratégie européenne. Sur le pétrole, c'est pareil, il n'y a pas de stratégie européenne. Ou plus exactement, l'Europe est tellement confiante dans l'idée que la décarbonation volontaire va aller suffisamment vite qu'elle ne se préoccupe pas de savoir comment est-ce qu'elle se retourne si ça ne va pas assez vite et où est la contrainte sur le plan strictement géologique. C'est un truc qui est un des angles morts de la politique européenne. Est-ce que la crise actuelle n'a quand même pas eu une vertu, c'est de nous faire prendre conscience de notre dépendance à l'énergie? Oui, alors encore faut-il qu'elle n'arrive pas trop tard et pas trop violemment. Si vous vous jetez du haut de la tour Eiffel, au moment où vous vous écrasez par terre, vous prenez conscience de votre dépendance à la gravitation. Mais c'est un peu tard.